Bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégoire Elkoubi, donc étudiant en master à l'école d'économie de Paris. Et donc merci d'être venu à cette 6e conférence des Printemps de l'économie consacrée au thème mondialisation et inégalité. Donc je vais vous présenter nos intervenants. Nous avons, en partant de ma droite, Pierre-Noël Giraud, économiste au Mines ParisTech. Vous avez publié dernièrement, le dernier ouvrage c'était L'homme inutile. J'ai un trou de mémoire. Pardon, excusez-moi. Guillaume Malègre, voilà, je cherchais le nom. Économiste à l'OFCE et Sciences Po. Lucas Chancel, co-directeur du laboratoire des inégalités mondiales à PSE et chercheur senior pour l'IDRI. Anne-Célia Distier, économiste, professeure associée à PSE, directrice de recherche de l'INRA. Et enfin, pour animer cette conférence, le modérateur Laurent Fargue de Challenge. Merci beaucoup, merci. Donc bienvenue à ce débat sur mondialisation et inégalité, qui est, j'y réfléchissais en venant, une question finalement qui se pose depuis plusieurs décennies, je pense, dans l'économie, qui est une question à la fois d'une très forte actualité et à la fois qui se pose depuis plusieurs décennies. Alors on a en effet la chance d'avoir pour cette table ronde Lucas Chancel. Vous êtes l'auteur d'une vaste base de données, d'une vaste étude sur les inégalités de richesse dans le monde que vous avez révélée à la fin de l'année dernière, enfin en décembre 2017, que vous avez coordonné avec Thomas Piketty, qui est aussi l'auteur d'un best-seller sur ce thème et de plusieurs études. Si vous pouvez démarrer, entrer tout de suite dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'on sait des inégalités de richesse aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont les mêmes dans les différents pays? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que la mondialisation a le même effet en termes d'inégalité sur tous les pays du monde? Je crois que justement, un des résultats de votre étude, c'était de montrer que face à la mondialisation, tous les systèmes politiques ne sont pas égaux, tous les États ne sont pas égaux et que certains arrivent à plus ou moins limiter la croissance des inégalités. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de l'état des inégalités de richesse à travers le monde, dans les différents pays? Et s'il y a des différences entre les effets dans les pays développés et les pays en voie de développement. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent pour l'introduction. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé de faire cet état des lieux pour lancer la discussion. Donc l'état des lieux est tiré de ce rapport sur les inégalités mondiales, qui a été coécrit avec mes collègues Facundo Alvaredo, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zuckman, et on utilise des données d'une centaine de chercheurs dans le monde entier. Donc c'est vraiment un projet collectif, collaboratif et international. Alors la spécificité de ce projet-là, c'est qu'on utilise pas uniquement les sources d'enquête utilisées par la plupart des gouvernements pour mesurer les inégalités. On utilise à la fois des enquêtes faites auprès des ménages et aussi des données fiscales qui nous permettent de beaucoup mieux mesurer, beaucoup plus finement l'évolution des inégalités au sommet de la distribution de la pyramide des revenus et du patrimoine. Et ce qui nous permet notamment de voir ce qui se passe là où l'action s'est passée au cours des 40 dernières années, c'est-à-dire largement au sommet de la pyramide sociale. Donc, je vais commencer tout de suite. On a 10 minutes, c'est ça par présentation. Donc, je commence par 3 idées reçues sur la mondialisation et sur son impact sur les inégalités. 3 idées qu'on entend quand même encore largement dans le débat public aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger. Et la première idée reçue, c'est que les inégalités mondiales ont diminué au cours des 30 dernières années, des 20 dernières années, grâce à l'émergence des pays, grâce à la croissance des pays émergents, la Chine en tête, suivie par l'Inde ou par d'autres gros pays émergents. Première idée reçue. Deuxième idée reçue, on observe un ruissellement, et le corollaire de ça, c'est que plus la croissance est forte au sommet de la pyramide sociale, plus elle est forte en bas. Troisième idée reçue, finalement, on n'avait pas le choix quant à la hausse des inégalités à l'intérieur des pays. Soit on choisit l'ouverture, soit on choisit l'ouverture et les nouvelles technologies. Et dans ce cas-là, on a une hausse des inégalités qui est inéluctable. Ou alors on refuse ces 2 dimensions, donc l'ouverture et les nouvelles technologies. Et alors là, on peut maîtriser la hausse des inégalités.
Eh bien, le rapport sur les inégalités mondiales propose une nouvelle série, un nouveau jeu de données qui est construit de manière systématique et, comme je le disais, avec des dizaines et des dizaines d'économistes dans le monde entier, pour permettre d'objectiver en fait ces différents thèmes et ces différentes questions. Et on va voir qu'il s'agit davantage ici de mythes que de réalité. Alors, premier point, regardons le niveau et l'évolution des inégalités de revenus dans le monde aujourd'hui et depuis 1980. Et donc ici, là, on s'intéresse à une mesure qui est très simple, donc c'est la part du revenu national détenue par les 10% les plus riches. Alors vous avez ici l'Inde, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine et l'Europe. Regardons d'abord à droite de l'image, donc c'est la photo finish, donc en 2016, la date à laquelle nos données s'arrêtent. On voit que le pays le plus inégalitaire dans cet ensemble de pays, c'est l'Inde, avec des 10% les plus riches qui captent 55% environ des revenus. Ensuite, on a les États-Unis et le Canada, où les 10% les plus riches captent environ 45-47% des revenus. Après, on a la Chine, 42%, et après, on a l'Europe, 37%. Donc, on voit déjà qu'il y a un éventail de situations, donc avec des différences importantes entre ces différents pays. Et après, si on se pose la question de d'où vient-on, commençons donc en 1980, moment charnière pour ce qui concerne les politiques économiques dans ces différents pays, avec des transformations d'ampleur à la fois en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Inde et en Chine. Et donc on voit que en 1980, les inégalités sont plus basses dans chacun de ces pays, mais que l'ampleur de la hausse des inégalités est fortement différente dans ces différentes régions. Donc par exemple l'Europe, les 10% les plus riches captent 32% des revenus en 1980, ça passe à 37%. Aux États-Unis, on est à peu près au même niveau en 1980, on est à 33-34% des revenus pour les 10% les plus aisés, et comme je disais tout à l'heure, on passe à 46-47%. La transformation est la plus brutale et la plus forte en Russie, où on passe de 20% à 50%, et après, pour descendre un petit peu, à 47%. Donc on voit qu'en fait, il y a une grande variété de trajectoires. Donc déjà, ça nous permet de montrer que il n'y a pas une seule évolution possible, il y a différentes évolutions possibles. Alors, après on nous dit, oui, il y a une hausse des inégalités à l'intérieur des pays, mais en fait au niveau mondial, si on prend en compte la hausse de la croissance qui a été beaucoup plus forte en Chine et en Inde qu'ailleurs, finalement ça aboutit à réduire les inégalités mondiales. Alors, je vais sauter ce slide. Qu'en est-il sur les inégalités mondiales? Ici, on regarde la population mondiale dans son ensemble. On va la classer des plus pauvres sur la gauche du graphique aux plus riches sur la droite. Donc on découpe la population mondiale en 100 groupes de revenus et on les classe par niveau croissant de revenus, et on va regarder sur l'axe des Y la croissance totale obtenue sur la période 1980 aujourd'hui pour chacun de ces groupes. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit en bas de la courbe une bosse, donc ça c'est la forte croissance dans les pays émergents, notamment en Chine, avec une croissance totale sur la période nette d'inflation qui est supérieure à 100%. Donc c'est une très forte croissance. Mais ensuite, si on monte un peu plus haut dans la distribution des revenus, donc si on passe au milieu de la distribution mondiale, on voit que la croissance redescend, elle est inférieure à 50%. En fait, dans certains pays, elle va être même proche de 0%. C'est le cas aux États-Unis pour la moitié la plus pauvre de la population américaine. Pas de croissance depuis 1980. Et donc là, ce qu'on observe ici, là, sur ce graphique appelé graphique de l'éléphant, parce que c'est la silhouette d'un éléphant, on observe la compression des revenus des 90% du bas aux États-Unis et en Europe. Maintenant, si on va vers le haut de cette distribution mondiale des revenus, eh bien, on voit que la croissance totale va être plus forte que 50%, va être plus forte que 100%, et en fait, va aller même au-delà de 200% pour les 0,01% les plus aisés de la distribution mondiale. Alors là, on pourrait nous dire, oui, mais finalement, il y a une très forte croissance en hausse de cette distribution, mais par définition, là, c'est des tout petits groupes. On parle d'un tout petit groupe. Les 1%, c'est par définition juste une personne sur 100 de la population mondiale. Donc, est-ce que ça compte du point de vue macroéconomique, la part de la croissance qu'ils ont captée? Et là, c'est l'information que je vous mets en haut du graphique, ici et ici. Finalement, on voit que les 1%
du haut de la distribution mondiale ont capté 27% de la croissance totale. Et en comparaison avec la part de la croissance totale captée donc depuis 1980 par les 50% du bas, qui ont eux capté 12% de cette croissance, c'est 2 fois plus pour les 1% du haut. Donc on voit que oui, c'est considérable cette part de croissance qui a été captée par le haut de la distribution des revenus au niveau mondial. Donc nous, on n'observe pas du tout une baisse des inégalités entre individus dans le monde, on observe bien une hausse de ces inégalités. Et un petit zoom sur deux pays qui sont deux régions qui sont relativement comparables en termes de taille, en termes de niveau de revenu moyen, en termes d'exposition à la mondialisation et aux nouvelles technologies depuis 1980, les États-Unis et l'Europe, pour montrer que derrière ces transformations, derrière cette hausse des inégalités, il y a bien évidemment des choix ou des non-choix politiques, des transformations institutionnelles, et que c'est beaucoup trop facile de dire tout ça c'est la faute à la mondialisation et aux nouvelles technologies. Pourquoi ? Parce que les États-Unis et l'Europe, donc on voit ici, si on regarde deux indicateurs très simples, la part des revenus détenus par les 1% les plus aisés et par les 50% les plus modestes dans les deux régions, on voit que c'est à peu près la même chose en 1980. On voit que les courbes bleues et les courbes rouges sont à peu près au même niveau au début de la période. Et on observe cette inversion complète de la position des 1% les plus riches et des 50% les plus pauvres aux États-Unis, où les 1% les plus riches captent 10% du revenu en 1980 et captent 20% du revenu à la fin de la période. C'est exactement l'opposé pour les États-Unis. Et on voit que l'Europe a beaucoup mieux réussi à contenir ces inégalités. Et donc, ici, on comprend l'importance des choix politiques mis en œuvre dans un pays, dans une région ou dans l'autre. Alors, un autre fait important et qui est peut-être un petit peu laissé de côté dans les débats publics sur ces inégalités mondiales depuis 30 ou 40 ans, c'est l'inégalité entre la propriété publique et la propriété privée du capital, où là on voit une tendance qui est très forte dans tous les pays riches, finalement avec avec des divergences qui sont pas si fortes que ça, c'est la baisse du capital public dans tous les pays riches. Où on part d'une situation où le capital public net, c'est-à-dire tout le stock des actifs publics net de dette, passe d'environ 50 à 70% lorsqu'on l'exprime en valeur du patrimoine, en valeur du revenu national. Donc là, c'est ce qu'on voit en bas de cette courbe ici, à près de 0%, voire moins que 0% dans certains pays. Qu'est-ce que ça veut dire moins que 0% dans certains pays ? Ça veut dire, par exemple aux États-Unis, que si l'État américain voulait rembourser ses dettes en revendant tous ses actifs financiers ou non financiers, toutes les écoles, toutes les routes, tous les actifs financiers qu'il détient, il pourrait même pas rembourser ses dettes. Et ensuite, les Américains seraient obligés de payer un loyer aux détenteurs de toutes les routes, tous les hôpitaux, toutes les écoles, etc., etc. Donc c'est ça que ça veut dire un capital public négatif. Et voilà une tendance qui est très lourde qu'on observe dans tous les pays riches. On observe aussi une baisse du capital public dans les pays émergents, mais vu qu'ils partent d'un niveau beaucoup plus élevé, notamment pour la Chine et pour la Russie en 1980, ils arrivent aujourd'hui à un niveau qui demeure plus élevé que ces 0%, c'est-à-dire qu'en Chine, le capital public exprimé en pourcentage du revenu national est à peu près de 80-100%, c'est-à-dire est au niveau de l'Europe et des États-Unis dans les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Chinois, en termes de répartition entre capital public et capital privé, en termes de niveau du capital public dans l'économie, c'est à peu près l'Europe des années 80. Et je vais peut-être conclure. J'ai encore plus de graphiques, mais peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. C'est que cette double dynamique de hausse des inégalités de revenus à l'intérieur des pays, de manière différente dans les différents pays, mais quand même on observe cette tendance partout. Cette baisse du capital public et cette hausse du capital privé qui était l'autre dimension de ce graphique, c'est-à-dire que les spaghettis du haut du graphe, on voit qu'elles montent, et ça c'est le capital privé qui augmente dans tous ces pays,
du fait notamment de politiques de privatisation, c'est-à-dire d'un transfert du capital public au capital privé. Ces deux dimensions, ces deux faits importants des politiques économiques des 40 dernières années induisent une hausse des inégalités de patrimoine entre individus. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, où on voit que la part du patrimoine détenu par les 1% les plus aisés augmente dans tous les pays, encore ici à des rythmes différents, mais la tendance est à la hausse partout. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? Vers où est-ce qu'on va? On a fait dans ce rapport des projections sur l'évolution des inégalités mondiales. Ici, je vous montre juste, je vais conclure sur ce dernier graphique. On revient sur les inégalités de revenus au niveau mondial. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que si on continue les tendances, c'est la courbe rouge en haut du graphique, on voit que la part du revenu total au niveau mondial détenu par les 1% les plus riches va continuer d'augmenter. Et que la légère baisse qu'on a depuis 2007 est essentiellement conjoncturelle, due à la crise économique, à la croissance modérée en Europe, mais qu'en fait, si on continue les trends d'inégalité dans le futur, si on a des hypothèses relativement optimistes sur la croissance des pays émergents, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, dans le reste de l'Asie, on va quand même vers une hausse des inégalités mondiales si on continue dans le scénario de prolongation des tendances. Mais c'est pas une fatalité, c'est l'un des messages importants de ce rapport. Que, évidemment, si on suit différents types de politiques publiques, si on se cale sur différents modèles de croissance et de répartition de ces croissances, on peut réduire ces inégalités mondiales. Et donc, je vous invite à aller sur le site internet du rapport sur les inégalités mondiales, où il y a toutes ces données, toutes ces analyses. Et il s'agit ici vraiment d'un travail collectif et en accès libre. Donc, vous pouvez reproduire l'ensemble de ces graphiques pour tous les étudiants qui sont dans la salle. Il y a aussi tous les codes informatiques qui permettent de reproduire ces graphiques, de jouer avec, de les utiliser pour vos cours, pour vos études, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est en effet impressionnant d'avoir ces chiffres sur une telle période et ça remet en perspective l'histoire de la mondialisation. Guillaume Allègre, vous êtes un spécialiste de la protection sociale à l'OFCE, de la fiscalité. Et voilà, on passe les. Et on était notamment intéressé de comprendre. On voit bien dans ce graphique que les inégalités ont beaucoup plus augmenté aux États-Unis qu'en Europe. Qu'est-ce qui explique ces différences? Quels sont les différents effets de la mondialisation dans les différents pays développés? Voilà, est-ce que c'est le système de protection sociale? Est-ce que c'est l'ouverture au commerce extérieur? Quels sont finalement les effets de la mondialisation en termes d'inégalité dans les pays développés? D'accord. Donc voilà, c'est le thème de la présentation. C'est quel impact de la mondialisation sur les inégalités dans les pays développés? Alors le diagnostic, c'est que les inégalités, on l'a vu, augmentent dans la plupart des pays développés, même pas forcément au même rythme. Elles augmentent aussi dans les pays en voie de développement, notamment en Inde et en Chine. Elles diminuent entre les pays du fait de la croissance de l'Inde et de la Chine. Et elles diminueraient depuis le début des années 2000, le Gini mondial en fait diminuerait, c'est-à-dire que la baisse des inégalités entre pays est plus importante que la hausse des inégalités au sein des pays. Ça, depuis le début des années 2000, selon les chiffres de Milanovic et de Bourguignon. Donc, que prédit la théorie économique classique en termes d'impact de l'ouverture commerciale sur les inégalités dans les pays développés? Alors, la théorie économique, elle prédit que les pays développés vont se spécialiser dans la production de biens et services qui sont intensifs en main-d'œuvre qualifiée et en capital. Par exemple, l'aéronautique, on vend des avions et on va importer des biens et des services qui sont intensifs en main-d'œuvre non qualifiée, par exemple le textile. Donc la demande de main-d'œuvre qualifiée va augmenter et les salaires relatifs des travailleurs qualifiés devraient augmenter. Donc toute chose égale par ailleurs, les inégalités devraient augmenter dans les pays développés, ce qu'on voit. Et le contraire devrait se produire dans les pays en développement, ce que l'on n'observe pas, et Anne-Célia Didier va peut-être nous expliquer pourquoi on n'observe pas la baisse des inégalités dans les pays en développement. Alors maintenant, que disent, donc ça c'est la théorie classique, mais que disent
les études empiriques. Alors en 96, Krugman écrit un article et un livre dont le titre en français est La mondialisation n'est pas coupable. Et il montre dans cet article que les effets du commerce avec les pays en voie de développement sur les inégalités de revenus salariaux sont probablement relativement faibles. Là, pour lui, c'était de l'ordre de 3% en 92, et donc il concluait que le commerce avait un faible impact sur les inégalités. Alors pourquoi il disait ça? Parce que à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de commerce, de ce qu'on appelle de commerce de variété, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne donc échangeaient des produits. La France vendait des Renault en Allemagne, et l'Allemagne vendait des Volkswagen en France. Donc c'est commerce de variété. La variété était plus importante, mais au final, le commerce nord-sud à cette époque était relativement faible. Et donc en 2008, il a réécrit un article qui s'appelle Trade and Wages Reconsidered, et il a montré dans cet article que le commerce avec les pays en développement s'est beaucoup accru. Et donc le commerce entre pays développés est maintenant moins important que le commerce entre pays développés et pays en développement. Et par conséquent, le salaire moyen des pays commerciaux, par exemple ici c'est les États-Unis, a fortement baissé. Donc là j'ai l'exemple des États-Unis. Donc les pays commerciaux avec lesquels les États-Unis commerçaient en 75, c'était le Canada, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et puis ensuite le Mexique, et puis la France, l'Italie. Et ces pays avaient un salaire moyen de 76% du salaire moyen des États-Unis. En 90, les pays commerciaux les plus importants, les partenaires commerciaux les plus importants pour les États-Unis, c'était encore le Canada, le Japon, le Mexique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et le salaire moyen pondéré par le nombre d'échanges entre les pays était de 81%, c'est-à-dire plus élevé qu'en 75. Et ça, avec l'entrée notamment de la Chine dans l'OMC en 2001, ça a beaucoup changé. La Chine est devenue le troisième pays partenaire commercial des États-Unis en 2005. Le Mexique est devenu le deuxième. Et donc le salaire moyen des pays partenaires des États-Unis a beaucoup baissé et passé en 2005 à 65% du salaire moyen aux États-Unis. Et donc ça a eu pour conséquence que la théorie classique finalement peut jouer, alors qu'avant cette théorie classique qui disait que lorsqu'on commerçait en fait pour bénéficier de l'avantage comparatif en termes de salaire, de main-d'œuvre qualifiée, main-d'œuvre pas qualifiée. En fait, dans les années 70, voire même dans les années 90, ça jouait pas, mais ça commence à jouer dans les années 2000. Alors, qu'un autre auteur américain, il a montré que les importations chinoises en 2013 expliquait 21% du déclin de l'emploi manufacturier aux États-Unis sur la période 90-2007, soit 1,5 million d'emplois. Alors évidemment, il y a des bénéfices aussi à l'échange. Les Américains donc ont perdu ces emplois pour certains ces emplois manufacturiers, ont gagné d'autres emplois, mais les gains de l'échange sont pas forcément distribués de manière équitable. Donc, qui sont les gagnants? C'est le code aux États-Unis, c'est celui qui code pour Google ou pour Facebook et qui a des salaires beaucoup plus élevés. Et les perdants, c'est les emplois manufacturiers. Donc, et l'évolution des inégalités aux États-Unis suggère que les perdants n'ont pas été compensés par les gagnants, même si la théorie économique suggère qu'il y a des gains à l'échange pour les deux pays lorsque il y a une ouverture des échanges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce graphique où vous voyez mal ce qui se passe, je pense, montre la polarisation
des emplois dans les pays développés. Donc on a l'Allemagne, l'Autriche, et les emplois là sont qualifiés par tiers. Il y a le tiers des emplois peu qualifiés, donc en bleu clair, le tiers des emplois intermédiaires et le tiers des emplois très qualifiés. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des pays, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les emplois intermédiaires, donc ici en orange, qui perdent. On perd des emplois intermédiaires et on gagne à la fois des emplois peu qualifiés et des emplois très qualifiés. Alors, les emplois très qualifiés, c'est ce qu'on appelle parfois les créatifs, c'est le codeur, c'est l'ingénieur, l'informaticien, le cadre bancaire, le consultant. Les emplois peu qualifiés et qui sont moins touchés par la mondialisation ou l'automatisation que les emplois intermédiaires, c'est les services à la personne. Ça se développe. Donc, qu'est-ce qui se développe aujourd'hui? C'est à la fois les emplois créatifs et ceux qui servent ces salariés-là et les services à la personne. Augmentent en nombre, en partie aussi du fait de l'inégalité croissante, parce que plus il y a d'inégalités et plus on va avoir une société avec des services à la personne. Alors donc ce qu'on a vu aussi, c'est que les inégalités avaient augmenté de façon à un rythme très différent entre les États-Unis et l'Europe. Et ça va dépendre, comme Lucas l'a suggéré, ça va dépendre des politiques publiques. Alors, quelles politiques publiques? Par exemple, le salaire minimum en France. Donc là, vous avez sur cette courbe, c'est le salaire minimum réel, donc en euros ou en dollars de 2013. Et on voit que en France, il a beaucoup augmenté. Il était plus faible pendant une longue période durant les années 60-70. Il était beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Et depuis les années 90, les courbes se sont croisées. Et le salaire minimum en France est devenu beaucoup plus élevé que aux États-Unis. Deuxième impact des politiques publiques, c'est la fiscalité. Alors là, vous voyez les taux marginaux supérieurs aux États-Unis. La courbe en vert, c'est l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu qui avait des taux marginaux supérieurs dans les années 60 qui pouvaient atteindre jusqu'à 90%. Ces taux marginaux supérieurs ont beaucoup baissé à partir des années 80 et 90, et maintenant on est plutôt aux alentours de 35%, enfin 30-35%. Pareil pour l'impôt sur les sociétés, corporate, qui a baissé et qui va baisser de nouveau avec les réformes Trump. Donc on était plutôt aux alentours de 50%. Donc on était aux alentours de 50% dans les années 60. Ça a baissé aux alentours de 35%, et là, avec les réformes Trump, ça devrait baisser encore aux alentours de 29%. Et troisièmement, l'impôt sur les plus-values a aussi beaucoup baissé. Donc tous les impôts, en fait, que ce soit sur les revenus supérieurs du travail ou sur les capitaux, ont beaucoup baissé. Alors ça, c'est du fait. Quelle est la cause de ça? On peut dire que il y a une cause politique, et puis il y a aussi la question de la concurrence fiscale entre États. Quoique aux États-Unis, ça devrait moins jouer la concurrence fiscale devrait moins jouer qu'en Europe. Deuxième cause qui pourrait peut-être expliquer l'augmentation des inégalités aux États-Unis par rapport aux pays européens, c'est le pourcentage de la population qui a un diplôme de l'enseignement supérieur, qui historiquement était là, les États-Unis sont en bleu, qui historiquement était assez élevé aux États-Unis
et qui a ralenti, voire qui a stoppé. Donc ici, vous voyez le pourcentage de la population avec un diplôme de l'enseignement supérieur pour les personnes qui ont 25 à 34 ans, donc les jeunes, et les personnes qui ont, en vert, et les personnes qui ont entre 55 et 64 ans, donc historiques. Donc ça fait près 35 ans qu'ils ont passé leur diplôme du supérieur. Et vous voyez qu'aux États-Unis, en fait, sur cette période-là, ça n'a pas du tout augmenté, alors que dans les autres pays de l'OCDE, ça a beaucoup augmenté. Donc ça pourrait expliquer pourquoi, ça pourrait également expliquer pourquoi aux États-Unis les inégalités ont augmenté. Donc il y a une demande de travail, d'un travail qualifié qui est de plus en plus importante, mais l'offre n'a pas suivi. Alors que historiquement, par exemple, aux États-Unis, ce taux était élevé. Donc voilà, ma conclusion, c'est que la mondialisation accroît les inégalités dans les pays développés, mais à des rythmes différents du fait de politiques publiques différentes, donc SMIC, systèmes socio-fiscaux, éducation. Et après, la polarisation de l'emploi pose des problèmes en termes de politique publique. Donc, parce que, étant donné que les emplois intermédiaires sont en train de disparaître, on peut se demander, faut-il qualifier les peu qualifiés alors que l'emploi intermédiaire est en train de disparaître? Donc ça pose un problème délicat. Et pour conclure, une des réponses d'Emmanuel Macron dans la revue Risque, lorsqu'il était encore ministre de l'économie, il avait conclu sur cette question de la polarisation. On va devoir assurer la transition de certains emplois de classe moyenne vers des emplois moins qualifiés. Donc ça pose la question de est-ce qu'on a vraiment envie d'assurer cette transition-là aussi? Merci beaucoup. Oui, c'est une phrase pas forcément très optimiste là du futur président. Donc Anne Célia-Dizier, on voulait vous proposer de faire un état des lieux des effets de la mondialisation, cette fois-ci dans les pays en voie de développement. Là aussi, est-ce qu'on se rend compte que les pays qui sont plus ou moins ouverts au commerce extérieur voient les inégalités plus ou moins s'accroître, et quels sont les moyens pour les pays en voie de développement de faire face ou pas à la montée des inégalités? Merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je vais vous parler plus spécifiquement des pays en développement. Alors pour commencer, j'ai mis une phrase qui est extraite d'un papier de recherche de Nina Pafnik, qui est une grande spécialiste des inégalités et de l'ouverture des pays en développement. Et si vous la lisez, si vous savez pas qui l'a dite, vous pourriez imaginer que la personne qui a formulé cette phrase est quelqu'un qui habite un pays développé. Donc voilà, c'est l'idée, on est envahi par les produits importés, la plupart viennent de Chine, et ça a des conséquences très négatives sur notre emploi. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'en fait, elle a été prononcée par un Brésilien, donc un décideur situé dans un pays émergent. Et donc ça montre que pour les pays émergents, il y a aussi cette question des inégalités et de la concurrence suite à leur ouverture commerciale. Donc ils sont effectivement de plus en plus ouverts et intégrés à l'économie mondiale. Si on prend les derniers chiffres, en 2016, les pays en développement, donc essentiellement les pays émergents dedans, c'est-à-dire le Brésil, la Chine, l'Inde, représentent 40% du commerce mondial. Et la conclusion qui est souvent tirée, c'est qu'il y a une forte croissance économique dans ces pays-là. Il y a eu énormément de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Et du coup, ces pays sont souvent perçus comme les gagnants de la mondialisation. Donc il y aurait d'un côté les perdants qui seraient les pays du Nord, les pays développés, et de l'autre côté les gagnants qui seraient les pays du Sud et essentiellement les pays émergents. Et en fait, quand on rentre un petit peu dans le détail, ce que l'on s'aperçoit, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe et qu'au sein de ces pays émergents et en développement, il y a aussi des gagnants et des perdants à la mondialisation. Et ça passe essentiellement par le marché du travail. Et donc, c'est ce que je vais discuter durant le reste de ma présentation. Alors, si on s'intéresse à la théorie économique, donc c'est le pendant de ce qui a été dit par Guillaume, c'est que les pays doivent se spécialiser selon la théorie économique, suivant leur avantage comparatif. Et dans les pays en développement, comparativement aux pays développés, il y a une abondance en facteurs travail peu qualifiés. Donc ces pays devraient se spécialiser sur la production de biens intensifs en main-d'œuvre peu qualifiée. C'était l'exemple du textile mentionné par Guillaume précédemment. Et donc si on a une augmentation de la demande en travail peu qualifié, à ce moment-là, les salaires relatifs des personnes peu qualifiées devraient augmenter et on devrait avoir de facto une réduction des inégalités au sein des pays en développement.
Et c'est d'ailleurs cette prédiction de la théorie économique qui a guidé pas mal les processus d'ouverture mis en œuvre par la Banque mondiale et le FMI dans les pays émergents à la fin des années 80 et au début des années 90. Et le problème, c'est que cette prédiction de la théorie économique, quand on la teste empiriquement, on s'aperçoit qu'elle n'est pas vérifiée et que dans les pays en développement, on observe une hausse des salaires relatifs des travailleurs qualifiés et non pas des travailleurs non qualifiés. Donc on a en fait une hausse des inégalités dans les pays en développement, au moins à court terme. Et on discutera si on l'observe aussi à plus long terme. Alors pourquoi est-ce que la théorie économique a tort, en quelque sorte? C'est qu'en fait le cadre théorique suppose une parfaite mobilité des travailleurs entre les industries, les entreprises et les régions. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que dans les faits, il y a énormément d'obstacles à cette mobilité. Donc je vais m'intéresser à ces trois déterminants clés: l'industrie, l'entreprise et la région. Donc l'industrie d'appartenance des travailleurs. Donc là, l'idée, c'est si on veut qu'il y ait des bénéfices à l'ouverture commerciale dans les pays en développement, il faut en fait pouvoir réallouer la main-d'œuvre des secteurs qui vont être concurrencés par les importations suite à l'ouverture commerciale vers les secteurs qui sont susceptibles de bénéficier de cette ouverture commerciale. Donc réallouer les personnes qui travaillaient dans les secteurs qui vont subir les importations vers des secteurs dynamiques qui sont capables de se mettre à exporter. Et en fait, en pratique, on observe très peu de réallocation du facteur travail entre les industries dans les pays en développement. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les pays développés. Et les principales raisons, c'est que premièrement, il y a des compétences qui sont secteurs spécifiques. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile de se mettre à travailler dans l'industrie textile comme ça du jour au lendemain. Et puis il y a aussi des rigidités sur le marché du travail. Alors la différence que l'on observe entre les pays développés et les pays en développement, c'est que là justement, quand on regarde les pays développés, si vous regardez les États-Unis ou autres, les secteurs en crise, on a eu une très forte baisse de l'emploi, avec des personnes qui se retrouvent au chômage. Quand on regarde le cas des pays en développement, l'ajustement, il se fait souvent par une baisse de salaire. Donc les gens restent employés, mais leur salaire diminue significativement. Donc ça, c'est le premier déterminant clé pour expliquer qu'il peut y avoir quand même une hausse des inégalités, même dans les pays en développement suite à l'ouverture commerciale. Le deuxième déterminant clé, c'est l'entreprise d'appartenance des travailleurs et leur niveau d'éducation. Donc il y a des entreprises qui font le commerce international et ces entreprises vont devoir s'ajuster à la libéralisation commerciale. Il y a des entreprises qui vont avoir du mal à faire face à la concurrence étrangère, qui vont subir la concurrence des autres entreprises situées dans les autres pays étrangers. Et inversement, il y a des entreprises qui vont être capables de saisir la chance que représente la libéralisation commerciale, qui vont trouver des nouvelles opportunités d'exportation, etc. Et cet ajustement différent des entreprises va en fait se répercuter sur l'emploi et les salaires. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises les plus productives, les plus compétitives, celles qui vont arriver à bénéficier de l'ouverture commerciale, vont aussi attirer les travailleurs les plus qualifiés, vont offrir des salaires plus élevés. Si elles sont capables de se mettre à exporter, elles vont pouvoir aussi souvent améliorer la qualité de leurs produits, bénéficier d'innovations technologiques, etc., qu'elles vont observer à l'étranger. Donc là, elles aussi, elles vont attirer des travailleurs qualifiés. Et donc, du coup, on s'aperçoit que l'ouverture commerciale dans les pays en développement accroît les inégalités entre les entreprises au sein d'une même industrie et aussi entre travailleurs qualifiés et travailleurs non qualifiés. C'est là où le niveau d'éducation joue, en fait. Alors, il y a quelques études qui s'intéressent aussi au marché du travail informel, parce que là, tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, c'est des études qui ont des données juste sur le travail formel, sur le secteur formel. Et on sait que dans les pays en développement, le secteur informel est très important, parce que vous avez énormément de micro-entreprises familiales où une personne de la famille travaille, mais pas officiellement. Et ce que l'on observe, c'est que le développement économique des pays émergents et en développement suite à les libéralisations commerciales peut favoriser la réallocation des travailleurs du secteur informel vers le secteur formel. Mais quand on regarde quels sont les travailleurs qui reviennent dans le secteur formel, on s'aperçoit que là aussi il y a des inégalités et que c'est essentiellement, donc c'est basé sur une étude qui a été conduite au Vietnam, c'est essentiellement des travailleurs jeunes et qui sont proches des centres industriels et proches des ports où vous allez avoir des entreprises qui peuvent facilement accéder au marché étranger. Et enfin, le troisième déterminant clé, c'est la localisation géographique. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que quand vous avez des bénéfices à l'ouverture commerciale dans les pays en développement, ils sont souvent concentrés dans certaines localisations et dans certaines régions. Alors, un moyen de réduire les inégalités qui en résultent, ça serait d'avoir une mobilité géographique des travailleurs.
Et pour les pays en développement, comme c'est aussi le cas pour les pays développés, on s'aperçoit que cette mobilité géographique des travailleurs, elle reste très très limitée. Il y a quelques spécificités pour les pays en développement qui sont parfois des restrictions à la mobilité qui sont imposées par les pouvoirs publics. Donc je pense là à tout le mécanisme de hukou, de visa que vous devez avoir en Chine pour pouvoir vous déplacer et aller travailler dans une autre région que celle où vous habitez. Vous avez aussi des réseaux familiaux d'entraide qui sont plus importants dans les pays en développement et qui peuvent freiner la mobilité des travailleurs. C'est-à-dire qu'en cas de crise, il y a assez peu de transferts sociopublics, contrairement à ce que l'on peut observer dans les pays développés. Et du coup, les personnes préfèrent rester à proximité de leur famille plutôt que d'aller dans une autre région où si ces personnes subissent un choc, ils seront tout seuls et ils seront plus aidés par leur famille. Voilà. Et donc on s'aperçoit que du fait de ces différents aspects, il y a deux mécanismes de concentration géographique que l'on peut observer. Le premier, qui est aussi observé dans les pays développés, qui est le suivant. Les individus dans les régions où il y a beaucoup d'industries qui sont soumises à la concurrence étrangère tendent à percevoir des salaires et à avoir une probabilité d'emploi plus faible que les régions moins exposées à la concurrence internationale. Et un autre mécanisme qui est spécifique aux pays en développement, qui est le suivant. On s'aperçoit que dans les régions qui bénéficient de la libéralisation commerciale, parce qu'ils sont mieux situés pour pouvoir commercer avec les autres marchés étrangers, parce que c'est des régions qui produisent des biens qui vont être demandés aussi par l'étranger, dans ces régions-là, la probabilité d'emploi et les salaires des travailleurs sont relativement plus élevés que dans les régions qui ne bénéficient pas de l'ouverture. Alors, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces inégalités que je viens d'exposer à court terme sont toujours observées? Effectivement, elles sont toujours observées. Donc là, c'est des travaux qui sont en cours parce qu'on n'a pas encore énormément de données puisque la libéralisation a commencé à la fin des années 80, début des années 90. Donc, elles sont toujours présentes, voire elles sont renforcées. Alors, un exemple, c'est pour le Brésil. Vous avez là, sur l'axe des abscisses, les années, et sur l'axe des ordonnées, la variation des revenus des personnes dans les régions. Alors, il y a deux types de régions qui sont distinguées. En fait, les régions sont classées suivant la baisse des droits de douane pour les biens qu'elles produisent. Et quand vous avez une variation négative, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est quand vous avez une variation négative, ça veut dire que les personnes qui sont dans les régions qui sont plus touchées par la libéralisation commerciale vont avoir un salaire, des revenus qui vont davantage baisser que dans les régions moins exposées à la libéralisation commerciale. Donc on s'aperçoit que depuis la libéralisation, donc c'est par rapport à 91, donc la libéralisation entre 91 et 95 au Brésil, on s'aperçoit que jusqu'en 95, la variation est assez faible et après on a vraiment une variation négative qui s'accroît en plus au cours du temps. Donc les inégalités ont tendance à augmenter sur le long terme. Donc c'est à nouveau contraire aux prédictions théoriques. À nouveau, les raisons, c'est ce que j'ai mentionné précédemment, c'est la faible mobilité interrégionale et aussi la baisse de l'emploi formel qui induit moins de productivité et donc des pressions sur les salaires et sur la demande de travail formel au niveau régional. Et puis le fait aussi que les entreprises ont tendance à quitter les régions qui sont touchées par la libéralisation commerciale. Donc vous avez moins d'entreprises, vous avez des entreprises de plus petite taille, donc forcément vous avez moins d'offres d'emploi dans ces régions-là, des salaires qui sont plus faibles, et ça entretient et ça accroît les inégalités. Alors, juste un mot rapide sur la génération suivante. Les parents qui sont travailleurs vont aussi prendre des décisions pour l'éducation de leurs enfants, des décisions relatives au travail des enfants, qui restent important dans un certain nombre de pays en développement. Et quel est l'impact de l'ouverture commerciale sur ces décisions? Et donc là encore, les études montrent que les effets vont être concentrés géographiquement et en fonction du type de libéralisation commerciale. Donc est-ce que vous êtes dans une région qui subit la libéralisation commerciale ou est-ce que vous êtes dans une région qui en bénéficie via des exportations ou via l'arrivée de firmes multinationales? Donc il y a différents exemples qui ont été mis en évidence dans la littérature, donc j'en ai mentionné 3. Typiquement en Inde, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de la scolarisation à l'école primaire dans les régions qui sont négativement touchées par la libéralisation commerciale comparativement aux régions qui sont moins touchées par cette libéralisation. Inversement, toujours en Inde, on s'aperçoit qu'il y a plus de scolarisation dans les zones où se sont localisés les call centers comparativement aux régions qui n'ont pas bénéficié de la présence de call centers.
Et au Vietnam, il y a une étude qui a montré aussi qu'il y a une réduction du travail des enfants suite à la libéralisation des exportations de riz au début des années 90 et essentiellement parmi les ménages qui étaient producteurs nets de riz avant la réforme. Parce que suite à la libéralisation, il y a eu davantage d'exportation de riz, une augmentation des revenus dans les familles et à ce moment-là, les familles n'étaient plus forcément obligées de mettre leurs enfants au travail. Donc pour conclure, ce que l'on peut dire sur les pays en développement, c'est que la mondialisation le lien entre mondialisation et inégalité dans les pays en développement est fortement influencé par le contexte que j'ai mentionné. À quelle industrie vous appartenez, à quelle firme vous appartenez, quel est votre niveau d'éducation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les politiques publiques? Quel est le rôle des politiques publiques dans ce cadre? Alors, on pourrait imaginer des mécanismes de compensation où les gagnants de la mondialisation aideraient les perdants de la mondialisation. Le problème, c'est que ces mécanismes de compensation, il a été montré que c'était difficile de les définir et de les mettre en œuvre. On peut aussi imaginer des politiques relatives au marché du travail, avec des formations, des subventions à l'embauche, etc. Mais les résultats sont souvent assez décevants. On observe aussi ces résultats décevants dans les pays développés. Peut-être le point aussi à nuancer, c'est que ces politiques relatives au marché du travail, elles se concentrent souvent sur des régions ou des secteurs qui ont des difficultés, pas forcément sur les secteurs ou sur les régions qui embauchent. Et puis le dernier point qui est à nouveau là une spécificité des pays en développement, c'est pour lutter contre les inégalités, on peut offrir des biens et des services publics. Ça a été mentionné par Lucas dans sa présentation sur l'évolution de l'Europe qui est moins mauvaise en termes de progression des inégalités que les États-Unis. Mais ce que l'on s'aperçoit, c'est que pour ces biens publics et ces services publics, il faut un financement. Et le problème des pays en développement, c'est que très souvent, les recettes fiscales, elles viennent des taxes à la frontière. Donc si vous avez une libéralisation commerciale et si vous réduisez les droits de douane, à ce moment-là, vous avez moins de recettes fiscales. Et il est très difficile, dans ces pays-là, de mettre en œuvre souvent d'autres mécanismes de compensation. Voilà. Merci. Merci. Juste en vous écoutant, là, j'avais une petite question complémentaire. Est-ce qu'il y a des contre-exemples? Parce qu'on comprend que la plupart des pays en voie de développement, en fait, voient les inégalités augmenter face à la mondialisation. Est-ce qu'il y a des contre-exemples? Ouais, mais est-ce qu'il y a certains pays qui ont réussi à contenir la croissance des inégalités, ou est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve partout Alors, je parlerai sous le contrôle de Lucas, qui a peut-être plus toutes les statistiques en tête que moi. Je dirais que c'est malheureusement un phénomène qu'on retrouve partout. Et donc, encore une fois, avec des différences assez nettes, typiquement entre l'Inde et la Chine, par exemple, on voit une hausse nette des inégalités en Chine. Si on compare avec l'Inde, on observe une explosion en Inde qui n'est pas observée dans le cas chinois. Enfin, on observe une explosion au sommet de la distribution, une explosion des revenus au sommet de la distribution en Chine, idem en Inde, sauf que les revenus des 50% du bas en Chine ont progressé extrêmement rapidement, en tout cas en comparaison avec l'Inde. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les inégalités ont augmenté beaucoup moins vite en Chine qu'en Inde depuis 1980. Après, un pays comme le Brésil, par exemple, est un pays qui a une évolution qui est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a une hausse du revenu des 50% du bas, une hausse du revenu des 1% du haut, et en fait une compression de la classe moyenne. Et ça, c'est des choses typiquement, qui sont assez difficiles à voir quand on utilise l'indicateur standard de mesure des inégalités, qui est le coefficient de Gini. Nous, on pense que c'est plus intéressant de regarder l'évolution de ces différents groupes, parce que justement, on peut révéler ces dynamiques comme au Brésil, qui, il y a une baisse de la pauvreté qui est très nette, mais il y a aussi une hausse des inégalités au sommet. Et la conclusion de ça, c'est que la classe moyenne s'est retrouvée coincée entre les deux, ce qui peut expliquer des phénomènes de frustration vis-à-vis notamment du PT au Brésil, alors même que le Parti des travailleurs a réussi à réduire fortement la pauvreté. Oui, ils ont réduit la pauvreté au Brésil, en partie par les politiques publiques. La Bolsa Familia, qui a été mise en place par le PT, le gouvernement Lula, a réduit la pauvreté et marginalement les inégalités. Le Brésil est un des seuls pays en développement où les inégalités, qui étaient certes très très élevées, c'est un des pays les plus inégalitaires au monde, ont un peu baissé, ou c'est relativement stable.
Bon, Pierre-Noël Giraud, que vous inspire ce tableau des inégalités de la mondialisation à travers pays développés, pays en voie de développement, et surtout j'étais intéressé de vous entendre sur les solutions politiques face aux inégalités. On a vu que le salaire minimum finalement a l'air d'avoir un effet très important dans la différence des inégalités entre les États-Unis et la France et l'Europe. Est-ce que les mesures prises récemment par Trump de tarifs douaniers, est-ce que ça c'est une solution contre la mondialisation et contre les inégalités? Voilà, quelles sont les solutions finalement pour réduire les inégalités? Bon, avant de présenter les solutions, je vais vous présenter une approche un peu différente et à mon avis complémentaire de celles qui ont été proposées jusqu'à présent et qui est fondée sur une distinction très simple. Comme vous l'avez entendu dans les exposés précédents, si vous êtes femme de ménage aux États-Unis, vous n'êtes pas soumis de la même façon aux globalisations que si vous êtes un ouvrier de l'industrie automobile ou un informaticien dans la Silicon Valley. Dans un cas, vous êtes directement en compétition avec d'autres emplois dans d'autres territoires. Et dans le cas de la femme de ménage, elle n'est en compétition qu'avec d'autres femmes de ménage mexicaines sur le territoire américain. C'est une idée très simple, mais que j'ai essayé d'approfondir depuis maintenant longtemps, puisque j'ai publié ça dès 96. Et je vais vous donner quelques chiffres. Et de cette approche, qui est, je dis, un peu différente, on peut tirer en effet quelques idées de politique économique. Bon. Alors. Bon. D'abord, on parle de mondialisation. Moi, je préfère parler de globalisation au pluriel, parce que les hommes, eux, ne circulent pas. On n'a pas de mondialisation des marchés du travail. On s'en aperçoit tous les jours aujourd'hui. Donc on a une globalisation des firmes, on a des firmes globales qui ont fait éclater les chaînes de valeur et qui mettent en compétition tous les territoires pour localiser les emplois que je vais appeler nomades. Vous avez une globalisation de la finance, l'industrie financière est devenue une industrie totalement mondiale, et vous avez une révolution et une globalisation numérique, puisque le numérique est immédiatement global, et qui est la base technique de deux autres. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces trois globalisations se traduisent par une mise en compétition généralisée des territoires par les firmes globales pour la localisation des emplois nomades et des firmes globales par l'industrie financière pour le return on equity maximum. Bon. Le débat sur les causes de l'augmentation des inégalités, aussi bien dans les pays riches rattrapés que dans les pays émergents rattrapants, est en vérité assez complexe et a été, à mon sens, au départ, en tout cas, mal engagé, et il est, à mon sens, beaucoup mieux posé maintenant. Si vous prenez la répartition des revenus dans un territoire, les chiffres qui vous ont été donnés par Lucas tout à l'heure, vous avez d'abord le partage entre les revenus du capital et les revenus du travail. Sur très longue période, c'est assez stable, mais ça peut varier de 10% en 20 ans. Vous avez la question de la concentration du patrimoine financier, parce que si les revenus du capital augmentent, il est important de savoir si les revenus du capital sont très concentrés chez les peu de personnes ou si au contraire la propriété du capital est très répartie. On a vu les chiffres indiquant qu'elle se concentre de plus en plus. Ensuite, vous passez aux revenus du travail et il faut expliquer un éventuel élargissement de la dispersion des revenus du travail. Mais c'est pas tout. Si vous vous intéressez ensuite aux revenus par personne, la sociologie des ménages compte. Quand tous les mâles blancs et riches se mariaient avec des femmes au foyer peu éduquées, finalement le revenu par personne du foyer, c'était le revenu du mari divisé par deux. Mais quand le mâle riche en question épouse une trader, ils ont 2 fois des revenus de cadre supérieur. Donc vous voyez que la sociologie intervient dans cette affaire. Et bien sûr, ça a été souligné, l'action des États à travers les systèmes de salaire minimum, les impôts, les transferts, la fourniture de biens publics et l'ouverture des frontières, ou pas, est évidemment crucial pour expliquer la croissance ou la décroissance des inégalités et les différences entre pays. Bon, au départ, au moment où Krugman a publié son premier article dont a parlé Guillaume, en fait, il y avait un débat, vous l'avez vu, est-ce que c'est les pays à bas salaire ou le progrès technique? Bon, c'était un débat très mal posé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, prenez par exemple une des 2 courbes fétiches aujourd'hui. Vous avez vu la première courbe fétiche, c'est la courbe en dos d'éléphant de Milanovic, que vous a montré Lucas.
Ça, c'est une deuxième courbe fétiche. C'est ce qui vient d'être dit aussi de David Autor. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez entre la date bleue et la date rouge, donc 1980 et 2000, vous avez l'évolution du nombre d'emplois. C'est un peu le graphique qu'a présenté Guillaume. Je trouve qu'il est mieux. Enfin, on le voit mieux comme ça. Et vous voyez que les emplois qui ont disparu, c'est les emplois du milieu de la rémunération. Ils sont classés par rémunération. C'est les emplois du milieu, c'est-à-dire c'est les emplois justement d'ouvriers dans l'industrie, de techniciens dans l'industrie, des emplois relativement qualifiés et relativement mieux payés que les emplois de femmes de ménage. Et c'est les emplois qui ont augmenté aux États-Unis, c'est très fortement les emplois de femmes de ménage à gauche, et puis les emplois de traders, informaticiens, etc. à droite. Vous avez une polarisation, ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail, qui vous explique donc l'évolution de la dispersion des revenus du travail. Mais ça, c'est lié à quoi? Évidemment, au progrès technique, la robotisation, c'est très difficile de robotiser le ménage, mais c'est pas difficile de robotiser l'industrie. Mais aussi la mondialisation, puisque les ouvriers qui ont perdu leur travail aux États-Unis, de la Rust Belt, et ça résulte de délocalisation de leurs emplois ailleurs. Et comment faire la part des deux? C'est en vérité totalement impossible, parce que le système des causes qui explique les inégalités à la fois à l'intérieur des pays et entre pays, il a au moins trois pôles. Il y a la globalisation des firmes et la globalisation financière, il y a la révolution numérique, la robotisation, etc. Et il y a l'action des États. Sauf que tout ça s'influence. Parce que l'orientation du progrès technique, pourquoi on robotise en Europe? Justement pour résister aux pays à bas salaire. Et les pays à bas salaire, dans la Chine, commencent à robotiser aujourd'hui. Donc il y a évidemment un lien entre le progrès technique, disons la robotisation, la numérisation pour faire court, et la globalisation. Et quant aux États, ils n'agissent pas tout seuls. Si les États-Unis baissent les impôts sur le capital, ce qui a évidemment des effets sur les inégalités, c'est parce qu'il y a une concurrence fiscale entre États. Donc c'est lié à la globalisation. Donc on a un système de causes à trois pôles, à mon avis, et ces pôles sont liés entre eux. Voilà. Bon. Alors moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire ensuite? J'ai dit, puisqu'il s'agit de globalisation, il y a des gens qui sont soumis directement à ça et d'autres qui le sont moins. Il s'agit de comprendre les rapports entre ces deux groupes. Alors c'est exposé dans dernière version grand public dans L'Homme inutile, version plus technique pour les chercheurs avec des chiffres dans la publication dont vous avez les références ici. Bon, en fait, dans chaque pays, je vous distingue trois types de population. Ceux qui ont des emplois nomades, c'est les emplois qui sont nomades. Ce sont des emplois qui, quand quelqu'un qui a un emploi nomade perd sa compétitivité dans un territoire, il devient moins bon, son emploi peut, je n'ai pas dit va, mais peut être recréé ailleurs, dans un autre pays. Puis il y a les emplois sédentaires, alors vous avez des exemples, là, le trader, l'ingénieur aéronautique, l'OS de l'automobile, le viticulteur et l'employé du tourisme, parce que les gens qui viennent en France peuvent aller en Italie, et même les Français. Bon. Ils gagnent leurs revenus, ces gens-là, en vendant sur le marché mondial. Il y a un marché mondial pour ces biens-là. Et puis il y a les emplois sédentaires, où vous n'êtes en compétition éventuellement très vive qu'avec des gens de votre territoire. Voilà. Le prof de droit constitutionnel français, l'ouvrier du bâtiment, il y a des ouvriers parmi eux, l'ouvrier de la distribution d'eau, d'électricité, etc. Et puis il y a beaucoup de services. Bon. Et puis il y a les inutiles, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, quoi, qui n'ont pas d'emploi ou qui sont dans des petits boulots tellement précaires qu'ils peuvent absolument pas progresser, s'améliorer, etc. Et au sens d'Amartya Sen, ils n'ont pas la possibilité de progresser dans leur propre vie. Voilà. En gros, alors ensuite, le modèle, c'est ça. Vous voyez, dans chaque territoire, vous avez les emplois nomades qui sont en compétition entre eux et qui s'échangent des biens et services qui circulent entre territoires entre eux. En dessous, vous avez les emplois sédentaires. Et dans les soutes du secteur sédentaire, vous avez les inutiles. Bon. Alors, je vous passe évidemment tout le détail du modèle. Mais que dit ce modèle sur les inégalités? Ici, il ne s'agit pas d'inégalités de revenus au sein d'une population classée par décile ou centile, il s'agit des inégalités de revenus entre ceux qui ont un emploi nomade et ceux qui ont un emploi sédentaire. Ben, j'ai regardé ça, moi. Et là, il faut évidemment établir le nombre de ceux qui ont des emplois nomades et comment les calculer. Ben, mais je vous la fais courte. L'inégalité entre le groupe des nomades et le groupe des sédentaires augmente si le nombre relatif de nomades diminue. C'est-à-dire, s'il y a de moins en moins d'emplois nomades dans le pays, les inégalités entre nomades et sédentaires augmentent. Et si, ce que j'ai appelé E, l'attrait pour les biens et services sédentaires diminue. En gros, E, c'est soit le revenu national, il y en a 1%
qui s'adresse à des achats de biens sédentaires et 1-2% qui s'adresse à des achats de biens et services nomades. Bon. Et évidemment, l'inégalité entre ces deux groupes diminue dans le cas contraire. Alors, un mot sur le rapport entre ces deux groupes. Plus les nomades sont nombreux et riches, c'est-à-dire si dans un pays le nombre des emplois nomades augmente et se vendent de mieux en mieux sur le marché international, évidemment c'est mieux pour les sédentaires. Pourquoi? Parce que les nomades commandent des biens et services aux sédentaires, à la fois pour produire leurs propres biens nomades et puis pour consommer. Mais remarquons bien que plus les sédentaires sont pauvres, plus les nomades sont compétitifs sur le marché mondial. Hein? C'est l'informaticien à Bombay, il peut gagner en dollars 3 fois moins que l'informaticien aux États-Unis, il vit beaucoup mieux à Bombay avec un salaire 3 fois plus faible. Pourquoi? Parce qu'il a, pour ce salaire à Bombay, une maison de 10 pièces et 3 domestiques. Alors que pour avoir une maison de 10 pièces et 3 domestiques aujourd'hui à Vancouver, j'ai vu un article le matin, il faut compter à peu près une vingtaine de millions de dollars. Bon. Donc, il n'y a plus de solidarité. Le Fordisme, c'est fini. Hein. D'une certaine manière, les nomades, ils ont intérêt à avoir des sédentaires pauvres. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Allemagne, où elle a permis le développement d'un grand nombre d'emplois sédentaires très mal payés, ce qui a amélioré la compétitivité des nomades allemands. Mais au prix d'une forte augmentation des inégalités entre ces deux groupes. Bon, alors, vous voyez bien que ce modèle ne vous dit pas si les inégalités vont ou ne vont pas augmenter, parce que ça dépend de l'évolution des emplois nomades et de la préférence pour les biens et services sédentaires. Alors, moi, ma thèse, c'est que ce qu'on constate depuis 40 ans, dans tous les pays riches, N diminue. Si il faut parler des mondialisations, c'est ça. Le nombre d'emplois soumis à la compétition internationale en France, vous allez voir, a diminué. On a le sentiment qu'on est au contraire de plus en plus soumis à la mondialisation. Et alors, dans les pays riches, N diminue, mais ce n'est pas compensé par, disons, une augmentation de l'attrait des biens et services sédentaires. Dans les pays émergents, en particulier en Chine, N augmente, il y a de plus en plus d'emplois nomades dans la population totale, mais la préférence pour les biens et services sédentaires s'effondre, c'est-à-dire que les nouveaux riches chinois ne veulent pas acheter des produits des campagnes profondes chinoises, ils achètent des biens nomades. Et dans les pays pauvres, ben c'est pire que tout, N n'augmente pas et E diminue. Parce que les nouveaux riches dans les pays pauvres en Afrique, par exemple, ne consomment pas des biens africains. Bon. Alors, des chiffres, voilà. Ça, c'est la France. Combien d'emplois nomades en France aujourd'hui? 27% d'emplois soumis à la compétition internationale. Sur ces 27%, il y en a déjà plus de la moitié qui sont des emplois de services. C'est-à-dire, dans ces 27%, vous avez l'agriculture, l'industrie manufacturière et la moitié de services. Services aux entreprises, tourisme, services financiers internationaux, etc. Bon. Deuxièmement, l'inégalité entre le groupe des nomades, 27%, et évidemment, il s'est passé de 30 à 27%, donc ça diminue. Hein, le nombre d'emplois nomades en France diminue. Et la valeur ajoutée par emploi nomade augmente par rapport à la valeur ajoutée des emplois sédentaires. Donc on a moins de nomades, de plus en plus riches, pour faire court. Bon. Et ça, c'est pas uniquement le cas de la France. Voilà l'évolution des emplois nomades en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Danemark. Partout, ça diminue. Et il y a des différences dans les proportions entre pays. L'Allemagne a 30% d'emplois nomades, alors qu'au Royaume-Uni, c'est plus que 24%. Bon. Quant à la valeur ajoutée par emploi nomade divisé par la valeur ajoutée par emploi sédentaire, elle augmente dans tous ces pays, et de façon nette. Bon. Donc partout dans les pays rattrapés, vous avez moins de nomades, de plus en plus de nomades dans les services, et des nomades de plus en plus riches. Et donc les inégalités s'aggravent entre ces deux groupes. Quant à la Chine, vous avez en rouge la proportion d'emplois nomades en Chine. Vous voyez que ça, c'est uniquement l'industrie, alors que les chiffres sur l'Europe, parce qu'avoir les emplois nomades dans les services en Chine, c'est pas facile. Hein. Mais ça, c'est l'industrie. Vous avez une purge de l'industrie d'État, là, la courbe rouge s'effondre à la fin des années 90, on ferme toutes les usines du nord de la Chine, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est sorti du transparent. Enfin, c'est pas grave. Donc vous avez ensuite une reprise de l'augmentation des emplois nomades. Voilà. Vous voyez que ça repart. Donc en Chine, le nombre relatif des emplois nomades croît, mais
comme ces gens-là achètent de moins en moins des produits des campagnes profondes chinoises, des biens sédentaires, les inégalités entre les deux groupes augmentent. Voilà. Et elles sont bien plus élevées qu'en Europe. Vous voyez qu'en Chine, aujourd'hui, le ratio entre la valeur ajoutée par nomade et la valeur ajoutée par emploi sédentaire est de 3,5. C'est-à-dire que les nomades créent 3 fois plus de valeur ajoutée, qui elle-même se partage entre salaire et profit, que les sédentaires, alors qu'en France, ou en Allemagne, c'est 1,3. Bon, voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter cette approche un peu différente, que je crois complète la vision d'ensemble. Et je voudrais me réjouir que maintenant vous avez, les étudiants, mais pas seulement, avec la base que nous a présentée Lucas, un outil extraordinaire de suivi de cette question. Et je vous recommande une autre base tout aussi indispensable si on veut comprendre le monde contemporain, c'est la base de la division de la population de l'ONU sur les projections démographiques mondiales, qui est fondamentale. L'Afrique, 2,5 milliards d'habitants en 2050, alors que la Chine sera pratiquement redescendue à 1 milliard, 2,3 milliards d'habitants en 2050 pour toute l'Asie du Sud, et en 2100, 4,5 milliards d'habitants pour la Chine, pour l'Afrique, 4,5, 1 milliard pour la Chine et 1 milliard pour l'ensemble du monde occidental, de l'Oural à la côte ouest des États-Unis. Voilà. Donc, le grand défi du siècle, et je m'adresse aux jeunes gens, c'est l'émergence soutenable de l'Afrique. Il n'y en a pas d'autre. Merci beaucoup. Merci. Donc il nous reste une grosse vingtaine de minutes là pour prendre quelques questions, si vous en avez dans la salle. Alors oui, je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur l'exposé de Lucas Chancel et notamment sur la répartition entre les actifs publics et les actifs privés, qu'on peut présenter d'une autre façon qu'il l'a faite en indiquant l'évolution entre les années 50-70 et actuellement, si on prend l'ensemble des actifs publics et privés, on est passé de 25-30%, je parle sous votre contrôle, à effectivement à peu près 0% pour les actifs publics nets. La question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y a des études qui évaluent l'impact quantitatif et qualitatif de cette évolution? Quantitatif, c'est-à-dire puisqu'évidemment les investissements publics et les investissements privés ne sont pas de même nature. Dans les champs où il y a beaucoup d'externalités positives, traditionnellement, bien sûr, c'est les investissements publics qui sont le plus justifiés. En revanche, les investissements privés sont confrontés à des fuites qui font que la rentabilité est plus faible. Donc, est-ce que, à la fois sur l'insuffisance de ces investissements de nature publique, il y a eu des études, mais notamment des études internationales, et qualitativement, notamment, je pense à un champ que je connais bien, qui est le champ urbain, une évolution du fait, encore une fois, de la provenance des investissements vers des phénomènes de privatisation de la ville, puisque évidemment, si on fait le même type d'investissement dans des champs qui étaient auparavant dévolus aux investissements publics, la nécessaire réduction des externalités devient un objectif pour les investisseurs. Oui, allez-y. Donc, Pierre-Noël Giraud complète la question. Juste pour compléter la question, le capital public, c'est net, c'est-à-dire c'est les actifs de l'État moins les dettes de l'État. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire la distinction entre les deux? C'est-à-dire de savoir, parce qu'on sait que les États sont plus endettés. Donc, est-ce qu'ils ont plus d'actifs, mais ils les ont financés par endettement, ou est-ce qu'ils ont moins d'actifs? Merci pour les deux questions. Donc juste pour repréciser les chiffres, parce que des fois on exprime ce capital public net en pourcentage du revenu national et des fois en pourcentage du capital national. Et donc exprimons-le en capital national, c'est peut-être le plus simple, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas public est privé. Et là c'est effectivement les chiffres dont on parlait tout à l'heure, on passe d'environ 30% à 1-2% en France ou en Allemagne et -1, -2, -3 aux États-Unis, en Angleterre, le Japon est presque à 0. Après, il y a des pays encore un peu plus bas. Donc la question, en fait, les deux questions sont vraiment connectées. Comment se divise ce patrimoine public et qu'est-ce qui explique cette évolution? Donc dans cette évolution, il y a à la fois des privatisations, c'est-à-dire qu'on transfère du
patrimoine public vers du patrimoine privé, et on a une hausse de la dette. Parce qu'effectivement, c'est ce que disait Pierre-Noël Giraud là, à l'instant, c'est que la hausse de la dette va réduire le capital public. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce capital public, sa valeur, elle a donc le nombre d'actifs a été diminué, puisqu'une partie de ces actifs ont été vendus au secteur privé, mais la valeur de ces actifs publics a un peu augmenté. Donc il y avait une rentabilité qui était assez forte en fait sur ces actifs-là. Après nous, ce qu'on fait dans le rapport sur les inégalités mondiales, c'est qu'on montre en partie ces décompositions-là, donc évolution de la dette, évolution des actifs bruts, donc hors dette, et on voit que effectivement une bonne partie de ce déclin depuis les années 70 est due à la hausse de la dette, mais une autre partie est due aux privatisations. Après, le message général qu'on en tire, c'est que on n'a pas de niveau optimal sur est-ce qu'il faut 30%, 15%, 5%, mais quand même 0% et négatif, c'est quand même très très faible pour un patrimoine public, étant donné que en fait les marges de manœuvre de l'État vont être extrêmement réduites quand plus ce patrimoine est faible. Et c'est évidemment ces actifs publics, notamment sur les transports, sur les questions de transport urbain, sur l'hôpital, sur l'école, qui vont permettre de réduire les inégalités existantes et futures. Donc, pour revenir sur pourquoi est-ce que c'est important cet enjeu de patrimoine public proche de zéro ou inférieur à zéro, c'est que finalement, ça réduit les marges de manœuvre des États pour réduire les inégalités dans le futur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Oui, j'ai une observation sur la base de données décrite par M. Chancel et une question sur la fiscalité. Sur la base de données, j'ai regardé donc les données en particulier pour la France pour essayer de comparer aux données de l'INSEE, qui sont en particulier dans la publication annuelle Revenu et Patrimoine. Et là, j'ai trouvé des chiffres assez différents. Par exemple, pour les 1%, la part des 1%, au niveau de la base de données, c'est 10 ou 11%. Au niveau de l'INSEE, c'est 5-6%. Alors, j'ai vu que dans la base de données, c'était des revenus avant impôt, si j'ai bien compris. Ensuite, au niveau de l'estimation du capital privé et du capital public, moi, ça me pose un peu des problèmes. Enfin, tout problème d'évaluation de stock est assez difficile. Et en particulier, on agrège un peu trop des choux et des carottes. En particulier, au niveau de l'État, c'est surtout des actifs physiques. Et comment on évalue, mettons, tout le réseau routier, comment, même si c'est peu le château de Versailles, le château de Chambord. Ensuite, l'État a quelques actifs financiers, les participations dans des entreprises où là, la capitalisation financière a beaucoup baissé, comme EDF, Engie, etc. Alors qu'au niveau du privé, bon, il y a l'immobilier qui est important, mais là, il y a un marché de l'immobilier des ménages. Donc là, c'est plus facile c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il y a les actifs financiers, l'assurance vie, là, c'est facile. Et il y a les actions. Mais sur les actions, on peut avoir aussi des très grandes fluctuations. Hier, je crois, ou avant-hier, la capitalisation de Facebook a diminué de 30 milliards. Donc, moi, c'est mon observation. Ensuite, sur la question sur la fiscalité, sur les hauts revenus et sur les patrimoines les plus importants. Depuis de nombreuses années, on a une tendance à une course, à une baisse de cette imposition. Aux États-Unis, il y a eu les réformes Reagan, et là, avec les nouvelles réformes Trump, en France, on a maintenant la quasi-suppression de l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique. Alors, je veux savoir si, dans les pays développés, il y a quand même quelques pays qui arrivent à maintenir, voire à accroître la fiscalité sur les revenus et les patrimoines importants, sans que l'économie baisse en efficacité. Merci. Alors, sur la question de la fiscalité du patrimoine et des hauts revenus, en fait, il me semble pas qu'il y ait des pays qui aient gardé des fiscalités élevées, notamment par exemple l'impôt sur les sociétés. Les deux derniers pays qui gardaient un impôt sur les sociétés élevé, c'était la France et les États-Unis, et qui viennent de voter l'année dernière une baisse de l'impôt sur les sociétés, à la fois en France, donc réforme Macron, et aux États-Unis, Trump. Pareil pour l'impôt, les taux marginaux d'imposition sur le revenu.
un des pays qui avait le système socio-fiscal le plus progressif dans les années 80, c'était la Suède. Et donc avec un niveau d'inégalité qui était le plus faible au monde, et il y a eu des réformes fiscales en Suède qui font que ces inégalités ont augmenté et le système socio-fiscal est beaucoup moins redistributif. Donc je dirais que non, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'exemple de pays développés qui ait gardé un système socio-fiscal ultra progressif qui réduirait les inégalités. Le dernier pays, c'était la France, et comme vous avez dit, on baisse l'ISF, on va imposer les revenus des capitaux à un prélèvement forfaitaire unique, à un taux unique plus faible que le taux marginal d'impôt sur le revenu, et on baisse l'IS. Donc, conclusion, c'est que non, en fait. Lucas Chancel, vous voulez répondre à la première partie de la question? Alors, peut-être juste un point sur la troisième. Il y a un pays développé qui a augmenté sa fiscalité sur les tranches supérieures des revenus, et si je me trompe pas, patrimoine également, c'est le Japon. En partie pour répondre aux conséquences financières de Fukushima. Donc bon, voilà, il y a quand même certains exemples qui peuvent se justifier dans des situations. Enfin, on voit où est-ce qu'il faut en venir pour arriver à justifier auprès de l'opinion des hausses d'impôts sur les hauts revenus aujourd'hui. Alors, et j'allais également revenir sur exactement ce qu'a dit Guillaume à l'instant, c'est la similitude en fait des réformes fiscales aux États-Unis et en France là sur à la fois l'imposition des dividendes et l'imposition des sociétés. Et les États-Unis jusqu'à présent étaient l'un des pays qui arrivait sur l'impôt des sociétés à maintenir un taux relativement élevé, alors que l'Europe a inventé la course vers le bas et la compétition vers zéro ou vers même un taux négatif où on subventionne les sociétés pour qu'elles viennent sur le territoire national. Les États-Unis arrivaient à maintenir un certain niveau jusqu'à présent. Alors après, sur les deux autres questions, pourquoi est-ce qu'on a des différences avec les données de l'INSEE? En fait, c'est plus général avec les données des administrations statistiques nationales. Et la réponse, elle est également générale, c'est-à-dire que la grande différence entre la méthodologie de cette base de données et des autres bases de données, c'est qu'on combine des données de différentes sources et pas uniquement des données d'enquête. C'est-à-dire que la plupart des données sur les inégalités sont issues de données d'enquête. Donc c'est des gens qui vont frapper aux portes des ménages ou qui opèrent des études par téléphone ou par Internet et demandent aux gens leurs revenus et toute une série de covariables. Alors, c'est extrêmement utile et important et nécessaire, ces enquêtes-là. Le problème, c'est que dans la quasi-totalité des cas qu'on observe, on a une sous-estimation des plus hauts revenus dans ces enquêtes. Donc, on les observe pas bien, on n'observe pas bien leur niveau, on n'observe pas bien leur dynamique. Et donc, ce qu'il faut faire pour bien observer l'évolution des inégalités, c'est combiner ces données d'enquête avec des données fiscales qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fines sur les hauts revenus, sur les hauts patrimoines. C'est ce qu'on fait et c'est ça qui explique l'essentiel des différences avec les données produites par les instituts statistiques nationaux. Et rapidement, un dernier point, c'est effectivement très compliqué de mesurer le patrimoine d'un État, des entreprises aussi. Ce qu'on fait sur WeedWorld, c'est qu'on propose deux définitions de cette valeur du patrimoine national et décomposé en privé et public, valeur de marché et valeur telle que dans les livres de compte, ce qui permet en partie de répondre à la question qui a été posée. On voit que ça ne change pas les tendances qu'on observe, ça ne change pas les tendances lourdes de cette baisse du patrimoine public depuis 1970. Petite correction, donc l'INSEE mesure les inégalités en France, calcule un taux de pauvreté, un Gini, et en utilisant effectivement l'enquête revenus fiscaux et sociaux, mais qui se base sur les déclarations fiscales. Hein, donc c'est déjà des déclarations fiscales, et donc peut-être que le 1% est sous-échantillonné, mais autrement pour les 99%, on a quand même une bonne mesure des inégalités à travers l'enquête revenus fiscaux et sociaux. Pierre-Noël Giraud, je crois que vous voulez redire un mot sur les solutions politiques pour contenir les inégalités. Oui, parce que j'ai un peu dépassé mon temps. Ben, c'est pas compliqué. Hein. Il faut augmenter N et augmenter E.
Voilà. Donc, il faut augmenter le nombre des nomades présents sur le territoire et augmenter la préférence pour les biens et services sédentaires si on veut réduire les inégalités entre les deux groupes. Alors, pour augmenter N, en général, on ne pense qu'à l'industrie. Et ça, on n'arrête pas de dire il faut faire en sorte que l'industrie monte en gamme, soit compétitive, etc. Oui, mais on néglige trop les services. Et quant à augmenter eux, alors là, on n'en parle pas. Sauf peut-être un peu Macron avec ses bus Macron, là. On n'en parle pas. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, si votre objectif est de passer une bonne soirée, vous pouvez passer une soirée en achetant une pizza surgelée, vous invitant vos amis, vous regardez une série Netflix sur votre écran Lenovo. Voilà, façon de passer une bonne soirée. Et en buvant du coca. Et vous pouvez aller au bistrot au vin d'à côté, au bistrot à vin d'à côté, faire un bon gueuleton avec des produits bio et du vin de pays, puis ensuite aller au théâtre vivant. Voilà, une autre façon de passer une bonne soirée. Dans un cas, vous avez consommé essentiellement des biens et services nomades, et dans l'autre, vous avez conservé des biens et services sédentaires. Donc, faut pas se faire d'illusions. Il suffit pas de dire aux gens, achetez à proximité. Il faut que ce qui est produit localement devienne plus attrayant que ce qui est produit ailleurs. Donc c'est un problème de qualité, de monter en qualité des biens et services sédentaires dans un pays. Mais ça, c'est un domaine de l'action politique très largement négligé. Hein, voilà. Et quant à augmenter le nombre des nomades dans le territoire français ou européen, moi je constate, mais on va parler de ça avec Jean-Marc Daniel jeudi, où on fait un mano à mano sur le protectionnisme. Alors évidemment, on va caricaturer nos positions. Lui, il va défendre à tout prix le libre-échange et moi, je vais moduler tout ça. Mais on est quand même face à des gens comme les Chinois qui sont pas du tout libre-échangistes, quand même. Alors moi, je pense que l'Europe est un peu naïve et que l'Europe devrait être un peu plus mercantiliste, pas protectionniste, mercantiliste. On laisse circuler les marchandises absolument librement, mais on force les investissements étrangers à venir sur le territoire européen. Juste un point pour revenir sur ce que disait Guillaume. Donc effectivement, dans le cas général, la plupart des instituts statistiques reposent essentiellement sur les données d'enquête. Ensuite, certains font cette combinaison. Maintenant, effectivement, c'était dans la question, est-ce que c'est avant impôt ou après impôt? Donc pour l'instant, l'essentiel des séries qu'on met sur cette base de données sont avant impôt. On est en train de produire des séries après impôt, et notamment sur la France, d'ici quelques semaines, on va les sortir. Mais finalement, c'est un point peut-être un peu général sur cette comparaison de différentes données venant de différentes sources. C'est effectivement parfois difficile de comparer parce que c'est pas forcément la même unité de mesure, c'est pas forcément la même unité de distribution. Pour revenir avec le point qu'évoquait Pierre-Noël Giraud, est-ce qu'on prend en compte le partage entre les différents personnes entre les deux membres du couple ou pas, ou est-ce que c'est une inégalité entre individus en supposant que le mari et femme ou les différents conjoints ne partagent pas leurs revenus? Donc parfois les couples, les différentes sources de données sont difficilement mesurables. Et ce qu'on propose sur cette base de données, c'est justement de proposer des séries qui soient à la fois comparables dans le temps et comparables entre pays sur la base d'un même indicateur. Et donc c'est ça qu'on propose, et ça prend du temps en fait de produire des séries qui soient vraiment comparables entre les différents pays, qui soient homogénéisées et systématisées. C'est pour ça qu'on n'a pas encore des séries après impôt. Quand on les aura, on va comparer évidemment beaucoup plus finement avec ces données de l'INSEE après impôt, il me semble. Je crois qu'il y a une question par là-bas. Donc bonjour, merci. Madame Didier, vous sembliez pessimiste quant aux politiques publiques et leur impact sur la capacité à réallouer le facteur travail dans l'industrie au sud comme au nord. Que pensez-vous de la réforme à venir du gouvernement sur la formation et quelle est selon vous une bonne réforme de la formation ? Mon point, c'était, bon, je suis pas une spécialiste de la future réforme, de la réforme annoncée de la formation. Reste à savoir ce qu'il y aura effectivement dans la réforme une fois qu'elle sera votée aussi. Est-ce que ça sera une réformette ou une vraie réforme? Je sais pas. Mon point sur les pays en développement, c'était de dire, c'est sans doute plus difficile encore pour ces pays-là de mettre en place des politiques en faveur des salariés, politique éducative aussi.
Il y a aussi, je pense, sur le point, un point qui n'a pas du tout été mentionné, il y a tout ce qui est migration aussi et des questions de départ des populations éduquées de ces pays-là vers peut-être plus les pays développés et aussi des contraintes qui leur sont imposées par les organismes internationaux, qui leur restent imposées par les organismes internationaux. Et donc, mon point, c'est de pas voir exactement quelles sont les marges de manœuvre dont ils disposent, à la fois dans les négociations commerciales avec les pays développés, à la fois en termes de finances publiques pour mettre en place des réformes au niveau national chez eux, et voilà, en gros. Alors après, sur la formation, je ne sais pas si à l'OFCE, vous avez une position peut-être pour m'aider. Merci, on va reprendre quelques questions. Peut-être une question de Twitter, juste avant de reprendre une question de la salle. Donc, pour Anne-Célia Dissier, vous parliez tout à l'heure de la hausse des inégalités dans les pays en développement, notamment due à des impacts géographiques différents. Est-ce qu'on sait pourquoi la mondialisation a des impacts géographiques différents selon les zones, quoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir essentiellement il y a plusieurs pays qui ont mis en place des zones franches, etc. Donc il y a la question de l'accès au marché étranger. Quand vous êtes un pays en développement, vous vous ouvrez au commerce international, vous voulez exporter vers les autres pays du Sud ou les pays du Nord. Il y a la question du transport des biens, donc il y a la question de l'accès au port. Pour les pays enclavés, c'est tout de suite beaucoup plus difficile parce qu'ils vont avoir un certain nombre de pays à traverser, des pays où il y a potentiellement des zones de guerre, etc. Donc ces régions-là vont être plus touchées par la mondialisation qu'elles vont pouvoir en bénéficier. Donc il y a les questions d'accès aux autres marchés. Il y a les questions aussi pour tout ce qui est matières premières, que ça soit ressources naturelles ou ressources agricoles. Il y a aussi la question de qu'est-ce que vous produisez. Est-ce que vous avez des biens qui sont susceptibles d'intéresser les autres pays? Pour l'Afrique, on l'a mentionné assez rapidement l'Afrique. Dans mon exposé, je me suis surtout attachée aux pays émergents, mais pour l'Afrique, il y a aussi toute la question des zones de conflit qui posent problème. Il y a la question de la cohésion aussi nationale d'un certain nombre de pays en développement, où on s'aperçoit qu'il peut y avoir des minorités, etc., qui sont pas forcément toujours très bien traitées sur le plan économique, etc., par les gouvernements locaux. Donc il y a la question des facteurs proposés dans les régions, que ce soit les travailleurs, leur accès au marché étranger et ce qu'elles ont à offrir en termes de ressources, je dirais. Pour répondre, compléter, répondre d'un mot, c'est le phénomène, c'est les économies d'agglomération. Quand vous êtes un investisseur étranger que vous voulez faire une usine de montage, vous allez à Shenzhen, vous n'allez pas à Kinshasa. Pourtant, les salaires sont plus faibles à Kinshasa qu'à Shenzhen maintenant, parce que à Shenzhen, vous allez trouver un marché, un bassin d'emploi, des compétences, et vous bénéficiez de ce que Marshall appelait les externalités positives d'agglomération. Donc, développement, c'est toujours par pôle géographiquement concentré, partout. Enfin, ça a été le cas chez nous, et c'est le cas dans les pays émergents aujourd'hui. Donc, quand ça va vite, ça crée des différences régionales considérables. En Chine, c'est monstrueux. Je dirais effectivement, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on s'aperçoit aussi maintenant qu'il y a des investissements directs étrangers qui quittent la Chine pour aller dans d'autres régions comme le Vietnam où tous les salaires sont aussi moins élevés. Donc on assiste en plus à une concurrence des territoires entre pays développés. C'est que jusqu'à présent, ça a toujours été sur les côtes, mais là, en Afrique, les Chinois ont choisi l'Éthiopie. Donc ils ont fait un chemin de fer de 1000 km et le pôle de développement industriel, manufacturier que les Chinois stimulent en Éthiopie par des investissements directs étrangers ne sont pas dans une zone côtière. C'est une espèce d'exception. Bon bah écoutez, merci beaucoup, merci à vous quatre, merci pour les questions de la salle et à bientôt.